Est-ce qu'il y a une possibilité que les Ukrainiens, au fond, continuent à se battre avec l'aide des Européens? C'est-à-dire que le plan de Trump n'ait pas lieu? Ça dépend totalement de la volonté des Européens et aussi de leur capacité à rapidement pouvoir prendre le relais d'un arrêt de l'aide américaine. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas prête parce qu'elle doit faire face à deux éléments majeurs. Peut-être la fin de l'aide américaine à l'Ukraine, certes, mais la fin de la protection américaine en Europe. Et la priorité d'un grand nombre de pays européens, et ceux notamment d'Europe centrale et orientale, c'est de penser d'abord à leur réarmement et à leur protection. Aujourd'hui, est-ce que les grandes puissances militaires de l'Europe sont prêtes à prendre le relais des États-Unis, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne? En termes de capacité de production, pas du tout. En termes d'industrie, pas du tout. Donc aujourd'hui, effectivement, les Ukrainiens ont cette crainte-là de voir les Américains rapidement lâcher sur l'aide militaire et de devoir accepter non pas un accord de paix, mais une capitulation. Parce que l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'Ukraine signifierait que les Ukrainiens doivent arrêter les combats pour ne pas perdre encore plus de terrain qu'ils n'en ont perdu actuellement, et c'est une capitulation. L'armée ukrainienne a détruit 4 hélicoptères russes à Belgorod. On sait qu'il y a les combats assez résiduels maintenant, puisque les Ukrainiens refluent dans la région de Koursk, mais la région de Belgorod, qui est très sensible, les Ukrainiens se battent et défient la Fédération de Russie à sa porte. On est sur des manœuvres militaires en réalité qui sont assez compréhensibles quand il y a beaucoup de... C'est très important ce qui se passe en ce moment même sur le front. Et donc chaque avancée, chaque repli va compter pour les négociations. Donc là, ce qui se passe à Belgorod est assez impressionnant. Il y a des manœuvres qui sont faites pour aller détourner aussi certains armements qui ont été tous placés d'un côté. Donc on est vraiment sur cette situation qui est très particulière. Moi, ça fait 3 ans que je vais en Ukraine. C'est bien la première fois que je suis confrontée à de tels enjeux sur le front. Dans quelques instants, on recevra Michel Yakovlev et Michel Goya. Et on découvrira quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le plan de 1976 qu'à l'époque les Soviétiques avaient pour avancer, c'était le pacte de Varsovie à l'époque, pour attaquer l'Ouest. C'est les Polonais qui l'ont déclassifié. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, une telle avancée est possible? Quand on voit que l'armée russe a de la peine à avancer de quelques kilomètres à Pokrovsk, etc., que répondre à ceux qui disent on exagère, en réalité on dramatise, puisqu'on voit bien que c'est une armée quand même limitée? C'était rouge ou mort dans ces années-là, d'ailleurs, la question. Oui, armée limitée, mais qui peut se refaire avec un pays qui est rentré dans une industrie de guerre permanente et qui ne changera pas tant que Poutine restera au pouvoir ou que ces gens continueront à être au pouvoir. Il y a d'autres cibles. Il y a évidemment la Lituanie et les pays baltes qui sont faibles. Et je vous rappelle aussi que c'est 35% de Russes en Lettonie, 25% je crois, je parle sous votre contrôle, en Estonie, dans la région de Nord, et beaucoup moins en Lituanie pour le coup. Et puis il y a la Moldavie, la Transnistrie et la Moldavie qui continuent Odessa, qui permettent de boucler. Et je vous rappelle tout simplement, puisqu'on parle d'histoire, que la guerre de Crimée a débuté lorsque le tsar de l'époque amassait toutes ses troupes pour absorber la Moldavie, parce que ça, c'était, pour les forces européennes de l'époque, véritablement un danger, parce que quand vous maîtrisez ça, vous maîtrisez non seulement la mer, mais les fleuves, le Danube et le Dniestre. Est-ce que Volodymyr Zelensky peut encore surprendre? Regardez la carte qui est dans son bureau, elle est extrêmement révélatrice. Zelensky est l'homme d'abord qui est resté à Kiev, et c'est l'homme qui a réussi un certain nombre de surprises. Le drone sur le Kremlin, l'attaque du pont de Kerch, etc., etc. Alors, dans son bureau, il y a une carte de Moscou brûlante. Alors, c'est peut-être la campagne de Russie avec Napoléon, ou alors c'est peut-être une vision futuriste. On voit le mausolée du Kremlin, vous qui avez beaucoup écrit sur Lénine. Voilà. Est-ce qu'il peut réserver des surprises, d'après vous? Est-ce qu'il a une marge encore? Il sera jeudi ici à Paris, à l'invitation du président de la République. Est-ce qu'il a encore une marge, y compris militaire? C'est très compliqué, c'est pour ça que je vous dis, je crois que c'est la première fois que je reviens d'Ukraine avec quelque chose d'aussi flou. En réalité, je suis journaliste, je prends la voix des Ukrainiens. C'est très compliqué pour les Ukrainiens aujourd'hui de savoir ce qu'il peut se passer. Est-ce que Volodymyr Zelensky est l'homme qui se met à genoux et qui doit accepter ces négociations? Est-ce qu'il en a derrière? Il a toujours, Volodymyr Zelensky a montré qu'il avait toujours quelque chose derrière, et surtout, il n'est pas seul.
En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas Volodymyr Zelensky contre le reste du monde. Il est très aidé. Quand je parlais de toutes ces personnes qui agissent dans l'ombre, dans des contextes très compliqués, c'est cela. Donc aujourd'hui, oui, évidemment, les Ukrainiens ont l'espoir. Et par la France au premier chef. Il faut dire ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et la France sont devenus le soutien principal. Les Anglais aussi, il y a quelques autres, mais ce qui se passe à Paris jeudi en est l'illustration. Le soutien principal de Zelensky. La vie politique de Volodymyr Zelensky, peut-être sa vie tout court, reste suspendue aujourd'hui au soutien d'Emmanuel Macron de la France. Ça, c'est clair, puisque de toute façon, c'est dans la demande de Poutine. Poutine veut la tête de Zelensky et Trump lui accordera d'autant plus volontiers que Trump considère que Biden a été élu contre lui parce que Zelensky lui a opposé, après il y a eu beaucoup de problèmes de justice Trump, parce que Zelensky lui a opposé en fait une fin de non-recevoir, refusant de lui donner des révélations sur le fils Biden qui effectivement a été compromis à l'Est. Donc si vous avez deux personnes qui haïssent Zelensky et qui considèrent toutes les deux de toute façon qu'il faut désormais quelqu'un qui soit à leurs mains en Ukraine, les Russes, parce que c'est leur volonté depuis toujours, et Trump, parce qu'il faut bien que quelqu'un signe ces papiers qui vont lui donner la propriété des terres avec les métaux rares. De là vient la colère, l'irritation des Russes contre l'Europe et contre la France en particulier. Ouais, écoutez Peskov, qui en quelque sorte regarde vraiment les Européens et surtout les Français, en disant vous allez prendre maintenant de grands risques parce que le shérif a changé, le shérif américain, et vous êtes très soutien de Zelensky et vous vous affrontez à nous. Il est clair maintenant que les Européens sont dans une position difficile. Maintenant, il y a un autre shérif en ville. Et le nouveau shérif dit « Les gars, je ferai tout, mais vous paierez pour ça. Allez les 27, augmentez vos dépenses de défense et ensuite nous parlerons. » Ils doivent alors sortir de leur zone de confort, mais ils le font en adoptant une attitude militariste très agressive. Nous entendons M. Macron parler d'un parapluie nucléaire pour l'Europe. Cela semble très dangereux. Ont-ils été surpris que l'Europe résiste à ce point-là et surtout la France ? Je crois qu'il y a quand même une surprise du côté des Russes de voir des pays européens, effectivement, comme la France, qui ne tenaient pas tellement cette ligne jusqu'au moins 2022, voire 2023. Effectivement, le narratif du Kremlin est en train de changer. On s'était habitué au narratif du Kremlin qui désignait et les États-Unis et l'OTAN comme la menace existentielle pour la Fédération de Russie. Et c'est d'ailleurs un discours qui a longtemps eu une empreinte dans nos débats publics. C'est-à-dire, il faut se souvenir qu'au début de la guerre d'Ukraine, beaucoup sur les plateaux télé ou dans nos débats disaient que c'était l'extension de l'OTAN qui avait justifié la montée en agressivité russe et finalement l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est cette même démarche de dire c'est la remilitarisation des pays européens, c'est cette montée en compétences sur les sujets de défense et de sécurité des pays européens qui va justifier l'agressivité russe de demain. Et aujourd'hui, c'est à nous, Européens, de ne pas rentrer dans ce jeu. C'est à nous de ne pas rentrer dans ce jeu. Est-ce qu'il y a une tradition américaine, quand on voit à quel point les Américains ont en quelque sorte changé, retourné leur veste, est-ce que ça correspond, au-delà de Trump, à une tradition de s'entendre avec les Russes, plus qu'on ne le pensait? Alors, de s'entendre avec les Russes, on peut faire une projection, une rétrospective historique. On peut se demander si les États-Unis n'avaient pas été plus fermes à la manière de Reagan un peu plus tôt, déjà sous l'ère Khrouchtchev, si le communisme aurait perduré si longtemps à l'Est, parce qu'il était déjà vaincu économiquement, n'est-ce pas ? Mais il y avait ce rapport des deux superpuissances et cet arrangement pour des conflits sur des théâtres délégués. Voilà. Maintenant, que les États-Unis abandonnent leurs supposés amis ou alliés, alors là, je crois qu'il faudrait que vous me donniez 3 heures pour en faire la liste, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Depuis 1945, depuis déjà Roosevelt, Staline, il y a des archives extraordinaires de Churchill qui, en réalité, ils s'entendent à mon détriment. Bien entendu, je pense que les États-Unis n'ont jamais souhaité que l'Europe devienne une puissance. Ça, c'est très clair. Et de ce point de vue-là, nous retrouvons exacerbé cette situation aujourd'hui, n'est-ce pas ? L'Europe n'existe pas, elle est en quelque sorte gommée, parce qu'elle pourrait être, elle, une concurrente sérieuse. Pourquoi ? Parce que là, en revanche, sur la manière de concevoir la richesse et la création de la richesse, l'Europe, c'est une véritable concurrente. C'est pas la Chine où la richesse se fabrique encore de manière néo-communiste. Oui, dans le prolongement de ce que disait Jean-François,
et c'est très intéressant le texte que vous mettiez sur Roosevelt et Staline. Parce qu'effectivement, en ce moment, on fait beaucoup de comparaisons entre Yalta et ce qui se passe aujourd'hui. Mais Yalta, il y a quand même une légende noire qui frappe cette conférence. C'est-à-dire qu'on pense que Yalta, c'est le nouveau partage du monde. L'accord entre Roosevelt, Churchill et Staline sur le partage de l'Europe, c'est pas du tout ce qui se passe à Yalta. À Yalta, Staline signe une déclaration sur les nations libérées d'Europe. Et il promet que dans tous les pays, entre guillemets, libérés par l'armée rouge, il y aurait des élections pour savoir qui gouvernerait ces pays européens. Et qui croyait aux promesses de Staline à l'époque et qui croit à celles de Poutine aujourd'hui. Et c'est la naïveté et la faiblesse de Roosevelt, qui avait besoin de Staline contre sa guerre contre le Japon, qui a effectivement couper cette partie de l'Europe, de l'Occident et de l'Europe libérée. La guerre froide, on va en reparler dans quelques instants, puisque je vais rejoindre Michel Yakovlev et Michel Goya. La guerre froide, avec des plans, on va revoir des plans